Oui, oui. Ok, bah c'est parfait. On va pouvoir commencer. Et puis les autres personnes prendront en cours de route. Alors, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une conférence qui va durer environ 1 heure. Donc, on va garder un temps de... On va avoir à peu près 45 minutes, 50 minutes de conférence. On va essayer de garder à la fin de cette conférence un temps d'échange et de questions. Donc après, si vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer les questions par écrit dans le chat. Et puis moi, de temps en temps, je regarde et puis je poserai les questions directement à Gwen, notre intervenante du jour. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant la conférence. Et sinon, à la fin, enfin, on gardera un petit temps d'échange dans tous les cas. Donc voilà. Donc la thématique du jour, c'est mon corps, mon meilleur allié, comment l'accepter. Donc, on va un petit peu aborder la thématique de l'image du soi, de l'acceptation de son corps, en lien avec bah, ses émotions, avec la société. On va également aborder donc les troubles du comportement alimentaire qui peuvent être très liés à l'image de soi et à l'acceptation de son corps. Donc, pour ce faire, donc aujourd'hui, donc, vous avez donc moi je suis Sarah Benayed, donc je suis chargée de projet en prévention à la Mutualité française du Var et je suis aussi enseignante en activité physique adaptée. Donc je serai là en fait en soutien de notre intervenante Gwenaëlle du Pérou. Donc je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous, oui, pardon, j'ai activé le son. C'est Alors, bon, t'entends. bonjour à tous, moi c'est Gwenaëlle Dupérou, donc psychologue clinicienne avec donc spécialité au niveau des troubles alimentaires, troubles du comportement alimentaire plus précisément, effectivement. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets différents tournant autour de l'alimentation et justement notamment au niveau des troubles. Alors, on va être nombreux sur cette prestation. Effectivement, connaître un petit peu Zoom, on sait que quand il y a plusieurs micros d'allumés, ça peut faire un peu de parasite. Donc, soyez prudents avec les bruits autour, ça peut résonner. Donc, si vous entendez que ça résonne, vérifiez que votre son est éteint. Et n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On les débriefera évidemment en fin de session, parce qu'on a une toute petite heure de façon à pouvoir aborder tous les sujets. Et évidemment, on essaiera de répondre au maximum des questions tout au long justement à la fin de la séance. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, Normalement, oui, tout le monde t'entend. ok, parfait. Pour passer d'une diapo à l'autre, Alors, c'est moi qui ai la main du coup. ouais, Donc, tu me dis passe ou enfin voilà. ok, ça va. Très bien. Bah, écoutez, on va commencer. Vas-y, je te laisse. Donc, on va faire un Euh, petit point sur le programme. Donc, on va aborder un petit peu les différents troubles du comportement alimentaire. Donc, quels sont les différents troubles du comportement alimentaire? Elle va vous donner la définition. On va également aborder l'image de soi avec les principaux troubles qu'on peut rencontrer. On va parler du stress, des différents besoins humains. Et puis, on vous proposera aussi des thérapies et quel suivi on peut avoir pour faire face à toutes ces problématiques. Et puis c'est tout. Alors, je vais ça fait pareil. te- ouais, Alors allons-y. Vas-y, je te laisse passer à la première diapo, s'il te plaît. voilà. Alors, on va commencer effectivement par décrire un petit peu ce qu'est un trouble du comportement alimentaire. Autrement dit, les TCA, hein, c'est bien souvent ce sigle-là qui est repris. Donc, TCA, on en entend beaucoup parler toutes ces dernières années. Alors, évidemment, la définition classique, un peu tout venant, évidemment, on parle de désordre psychiatrique complexe et chronique. Alors, désordre psychiatrique, parce qu'on voit que c'est effectivement un fil de pensée qui est perturbé. Complexe, parce qu'effectivement, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Et chronique, parce qu'en fait, on ne peut pas parler de troubles du comportement alimentaire sur un épisode exclusif, unique. Et il faut que ce soit quelque chose qui soit répété dans le temps pour qu'on puisse diagnostiquer ce trouble. Sinon, bah, évidemment, tout le monde, à certains moments, a eu l'appétit coupé ou a eu besoin de manger davantage sans forcément que ce soit un trouble du comportement alimentaire. Donc, il faut être très prudent sur le diagnostic, justement, pour éviter les abus de langage, et il y en a pas mal. Alors, les formes les plus connues, celles qu'on entend le plus souvent, sont effectivement l'anorexie.
hein, anorexie mentale notamment, anorexie et boulimie nerveuse notamment, qu'on a tendance à opposer, mais qui bien souvent, vous allez le voir dans les définitions qui suivent, bien souvent ont tendance à coexister quand même. Donc oui, les TCA, les troubles du comportement alimentaire, c'est un problème vraiment de santé publique. Vraiment important parce qu'il y a énormément de conséquences, des conséquences sur la santé. On parle de conséquences somatiques puisqu'on va avoir des effets sur le corps, mais aussi sur l'esprit. Donc, ça va forcément avoir un impact sur le quotidien. Alors, le quotidien autant personnel que professionnel. Et puis, évidemment, malheureusement, la transmission aussi de ces comportements via des échanges et des effets collectifs. Donc, un vrai sujet. Donc, effectivement, plus l'installation dans la maladie est importante, plus les risques de complications, évidemment, le sont également. Vous l'avez compris, l'aspect chronique va avoir un impact sur le corps, notamment, voilà, par exemple, sur l'anorexie, si on se prive de nourriture ou on restreint pendant trop longtemps, on peut parfois avoir des carences, d'autres choses comme ça, psychiques, parce qu'évidemment, on est dans quelque chose qui est aussi comme une forme d'addiction, une répétition, une limite, un renoncement aussi à un quotidien classique et social, parce que bien évidemment, comme je dis, ça impacte le quotidien, ça peut créer certaines ruptures avec la société. On va développer un petit peu tout ça justement dans la diapo suivante, s'il te plaît, Sarah. Alors, on va décrire assez brièvement tous les troubles du comportement que l'on connaît. Alors, évidemment, on dit il y en a beaucoup. Il y a les plus connus sont bien sûr, on a parlé tout à l'heure de l'anorexie, de la boulimie. Alors, l'anorexie, c'est vraiment le contrôle des prises alimentaires. C'est-à-dire que c'est pas simplement, comme on peut penser, se priver de nourriture. Ça, ce sont les cas extrêmes. Mais ça commence petit à petit par une privation, par une restriction, justement, des calories ou parfois de la quantité, parfois simplement du rythme des prises alimentaires, c'est-à-dire voilà, ça peut commencer par rater un repas, ça peut être aussi d'enlever certains aliments de l'alimentation. Donc voilà, après on a une progression qui malheureusement peut aller jusqu'à le fait de ne pas manger du tout. D'avoir en place des stratégies dites compensatoires. Donc, ces stratégies dites compensatoires, c'est parfois s'autoriser à manger, mais vomir derrière. Ça peut être de prendre aussi des cachets pour aller aux toilettes plus facilement, hein, tout ce qui permet voilà, de vraiment évacuer par tous les moyens possibles. Ça peut être également d'aller sur un excès d'activité sportive qu'on appelle la bigorexie, que bigorexie est une addiction au sport. Donc, il y a plusieurs stratégies compensatoires qui sont associées à l'anorexie, qui ne sont pas forcément toutes utilisées j'allais dire par le patient, mais on va avoir des progressions petit à petit, c'est-à-dire qu'en fait, plus on avance dans le trouble, plus les stratégies se développent, plus elles se développent, plus on est dans une recherche de toujours contrôler, contrôler, contrôler. Et malheureusement, après, évidemment, toutes ces stratégies sont... Ah, d'accord, Marie-Paul. Toutes ces stratégies vont évidemment avoir un accès et un impact dévastateur au fur et à mesure. Alors, on parle aussi beaucoup dans l'anorexie de la recherche incessante de minceur. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours verbalisé comme tel, parce que ça peut souvent arriver après un choc émotionnel. Donc, c'est pas toujours forcément la minceur. C'est comme ça que ça va être verbalisé, mais bien souvent, les gens essayent soit de s'asexuer, soit de faire disparaître le corps, soit effectivement de toute façon de ne plus le ressentir de la même façon, de le maîtriser au maximum. Alors, ça va passer évidemment par le contrôle du chiffre sur la balance ou du chiffre par rapport au mètre, hein, quand on va mesurer justement voilà, le tour de taille, etc. Donc, c'est pas de la minceur pour la minceur, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la maîtrise. La boulimie, au contraire, est différente, c'est-à-dire que c'est une consommation rapide, qu'on dit répétée, de grandes quantités d'aliments. Alors,
Pas que, c'est-à-dire qu'en fait, la boulimie, c'est par crise, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas nécessairement des gros mangeurs quand on va être sur des repas classiques, hein, matin, midi, soir, ils vont manger tout à fait comme tout le monde. Mais par contre, sur le plan de la boulimie, ils vont avoir des crises qui vont être en dehors des repas, où ils vont ingérer une grande quantité de nourriture sans forcément chercher à ce que ce soit une nourriture plaisir. Ça peut être c'est de la nourriture, ça peut être parfois de façon démesurée. Il y en a qui vont manger des aliments parfois encore congelés, des choses comme ça, de la moutarde. En tout cas, c'est vraiment une question de remplissage et de remplissage et de remplissage et de remplissage jusqu'à se faire mal avec, sur les cas les plus graves, la suppression derrière, c'est-à-dire là, encore une fois, une stratégie compensatoire, ça va être de vomir pour pouvoir parfois repasser sur une crise dans la foulée. Il peut y avoir 4, 5 crises d'affilée, c'est-à-dire on se remplit, on se fait vomir, on se remplit, on se refait vomir. Donc quelque chose qui au niveau de l'atteinte physiologique peut évidemment avoir des atteintes assez graves puisque voilà, vous avez vu, l'œsophage peut être touché. On peut avoir aussi des éventrations, on peut avoir évidemment des cas très très graves par rapport à ça parce que voilà, on utilise les somas d'une façon excessive et extrêmement brutale. Et évidemment, socialement parlant, ce sont des crises qui parfois sont parfois pas parfois, elles sont la plupart du temps anticipées, c'est-à-dire elles sont prévues. Les personnes vont se donner quelque part rendez-vous avec elles-mêmes, vont aller faire leurs courses pour ça, s'enfermer, faire en sorte de ne rencontrer personne pour ne pas être dérangé pendant les crises. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement envahissant. C'est pour ça que voilà, le terme est très familier. Beaucoup de gens vont dire, ah, j'ai fait une crise de boulimie, mais en vérité, la crise de boulimie, vous l'avez vu, est quelque chose d'extrêmement grave hein, sur le plan véritable, établement sur le plan psychique. Et on n'en est pas simplement sur le fait de beaucoup manger. Beaucoup manger, ça peut parfois peut-être plus s'apparenter à de l'hyperphagie. Tous les cas extrêmes, effectivement, ouais, malheureusement, à bout d'un moment, ça peut créer des problématiques physiologiques tout à fait. Donc, pour revenir à l'hyperphagie, c'est effectivement consommation répétée de quantité de nourriture excessivement importante. C'est-à-dire qu'on va manger avec une grande, grande quantité, avec voilà, j'allais dire ce sentiment de perte de contrôle, c'est-à-dire on a besoin de manger, 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 mais qui n'est pas forcément suivi de vomissements, c'est-à-dire on n'a pas forcément besoin d'aller évacuer derrière. C'est pour ça qu'on parle d'hyperphagie, on va vraiment dissocier avec la boulimie. Parce que la boulimie, vous avez vu, il y a un protocole, hein, tout est prévu pour, alors que, euh, alors que l'hyperphagie, c'est plutôt vraiment le sang. Voilà. On se remplit d'un coup, on est comme effectivement dans un état de crise, mais on ne va pas forcément chercher à les vomir derrière, à compenser. Sarah, je te laisse passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Alors juste, j'étais en train de regarder la question, j'ai pas tout à fait compris la question de René. Il dit toujours les cas extrêmes, mon cas particulier demande un régime de légumes bouillis qui est anorexique ou boulimique hospitalier. Bah là, après, enfin, si c'est un régime qu'on vous a donné parce que vous avez telle ou telle pathologie, là, on n'est pas sur de l'anorexie ou de la boulimie, c'est juste un régime. Là, je pense que c'est un régime sans résidus en lien peut-être avec une Bon, pathologie au niveau excusez-moi, des intestins. j'interviens. Vos conférences Oui. n'intéressent absolument personne parce qu'il n'y a personne qui est mourant. Je connais les anorexiques, je connais les boulimiques. Il n'y a que des gens qui ont besoin d'un régime léger. Alors, toutes vos conférences depuis des années, c'est toujours des cas extrêmes avec des médecins qui soignent des cas pathologiques que je fréquente là, en médecine. Donc, c'est Là, toujours pareil. Hein, et alors que, bon, on parle là, pas vous des cas parlez d'un extrêmes. régime. Moi, un régime, c'est très difficile je suis pas du tout malade, comme la plupart des gens. Je vois, il n'y a aucune personne qui est mourante là. Et donc, c'est très difficile de faire un régime sans sucre, de faire un régime légumes. Mais je demande une aide comme la plupart des gens. Ils ont des problèmes. 90% des gens ont des problèmes. Alors, toujours pareil, vous vantez de faire vos conférences ultra scientifiques sur des problèmes qui n'intéressent personne. Mais merci bien, je parie. C'est- Voilà, je ne vois personne qui lève la main, qui dit je suis mourant. C'est- On ne parle pas des personnes qui sont mourantes. Bah Là, on donnait juste les oui. définitions Ah des ben troubles du si, comportement anorexique, je alimentaire. les connais. J'ai fréquenté des hôpitaux psychiatriques. Les gens se suicident, hein.
Alors Et il ça, Oui, vous faut mais parlez des pas. cas extrêmes. Ben oui, mais c'est ça. Là. Vous parlez des cas extrêmes, l'anorexie, vous en avez dans la vie de tous les jours. Ben oui, je sais, je J'ai un, sais. j'ai un Mais cabinet où je reçois beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont anorexiques, qui ne sont pas mourants, qui oui, sont mais justement, quand on parlait, il y a des étapes, il y a des progressions, on essaye de faire en sorte justement que ça n'aille pas dans les cas d'hospitalisation, qui n'arrivent pas toujours dans les cas d'hospitalisation, et heureusement d'ailleurs. On parle évidemment d'excès, c'est-à-dire pour pouvoir poser un diagnostic, de montrer effectivement l'excès aussi nouveau au niveau du fil de pensée. Et donc non, heureusement, on ne parle pas que des cas qui sont extrêmes, mais bien expliquer l'importance et l'impact sur la vie quotidienne. Toutes les personnes que je reçois au cabinet ne sont pas hospitalisées et j'espère ne le seront jamais. Et pour autant, on arrive à travailler sur justement cette progression, la faire régresser, faire en sorte qu'ils puissent après retrouver une forme d'équilibre, je dirais pas de normalité sur le plan mental, mais au moins d'équilibre sur le plan émotionnel pour ne pas mettre en place ce type de mécanisme qui, dans la progression, peut amener à des cas extrêmes que j'expliquais tout à l'heure, effectivement, avec parfois des cas dramatiques. La plupart du temps, et bien heureusement, on n'est pas sur ça. oui, mais les gens qui sont ici, apparemment, hein, ce ne sont pas des gens qui viennent vous voir au cabinet. Je connais les gens hospitalisés et qui font des suicides, c'est autre chose. Hein. Eux, ils en ont besoin. Mais vous traitez que des choses comme ça. Bon, merci. Hein, faites ce que vous voulez. Merci bien. On va poursuivre. Euh, donc, effectivement, sur les autres troubles dits alimentaires, du comportement alimentaire, on va avoir effectivement l'orthorexie. L'orthorexie, c'est obsession d'une alimentation saine. Ce sont les personnes qui vont regarder, évidemment, tous les composants de leurs aliments pour être certain que ça va leur apporter quelque chose de sain et ne pas être malade. Donc, c'est vraiment un gros calcul. On parle d'obsession dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui voilà, de l'ordre du processus de pensée. On va vraiment regarder, calculer, vérifier les étiquettes et ça peut être compliqué de manger quelque chose dont ils n'ont pas eu le temps d'aller vérifier justement soit la provenance, soit l'origine, soit effectivement le fait que ce soit bon pour la santé. Alors, conduite des restrictives obsessionnelles sont des personnes effectivement qui vont avoir besoin de limiter leur prise alimentaire, pas forcément avec, j'allais dire, de façon extrême, simplement des personnes qui vont faire très très attention à elles, qui vont regarder, qui vont voir leur corps dans l'évolution, qui vont pas forcément avoir ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Ils vont pouvoir se voir perdre du poids, prendre du poids, pardon, et perdre du poids, sans forcément que ce soit quelque chose de distordu, mais qui vont être dans une hypervigilance par rapport à l'alimentation. Après, on va avoir évidemment bon, les grignotages. On a tous peut-être déjà eu, et pathologiques. Alors, on dit pathologique dans le sens où effectivement, on va manger des petites quantités un peu toute la journée pour compenser par habitude, par automatisme, mais d'une façon excessive qui parfois va avoir évidemment un impact sur le corps au niveau prise de poids, au niveau troubles voilà, sur le plan sanguin, ça peut être des problèmes de diabète, ça peut être des problèmes de cholestérol, etc. Donc, ce sont souvent des habitudes associées au démarrage à des problèmes émotionnels, c'est-à-dire, voilà, des moments où on s'est senti un petit peu moins bien et on a mis en place ce mécanisme, mais qui persiste sans forcément de raison. Et on a les phobies alimentaires. Les phobies alimentaires qui arrivent assez souvent, on va pouvoir les percevoir souvent chez les enfants. Peur de manger certains aliments, alors soit parce qu'on a eu une mauvaise expérience, soit parce qu'on nous a parlé d'une mauvaise expérience. Donc voilà, peur de manger des aliments qui vont avoir une connotation dangereuse, en tout cas risquée pour le patient. Ça. ouais. Alors On vous a quelques juste mis quelques chiffres. Voilà. Ouais. Alors, quelques chiffres très rapidement, et encore ce sont des chiffres qui datent un petit peu aujourd'hui, donc évidemment tout est revu en permanence puisque la société évolue. Les charges émotionnelles et charges mentales évoluent également, donc les chiffres ne sont pas forcément toujours aussi justes. On a au niveau de la boulimie environ, évidemment, encore une fois, une grosse fourchette, entre 1 à 4% des femmes, un peu moins chez les hommes. Alors, pourquoi un peu moins chez les hommes? C'est pas forcément
d'ailleurs des chiffres très justes parce que les hommes vont moins aller en parler globalement. Les femmes vont avoir plus tendance à pouvoir aller parler, échanger sur ce type de problématiques. Les messieurs sont un peu plus discrets. Et pour autant, de plus en plus, moi j'ai vu ces dernières années, de plus en plus d'hommes qui commençaient à venir en parler. Alors avant, on était plutôt sur un tabou de ce côté-là. On va voir davantage d'adolescents qui vont être concernés dans ces troubles alimentaires. Alors, ça peut être des passages, j'allais dire, ponctuels, qui heureusement, à l'âge adulte ou jeune adulte, finissent par s'équilibrer. Mais on va quand même voir beaucoup plus chez les jeunes. Maintenant, on a des retours dans une tranche plutôt autour de la quarantaine qui viennent consulter plus par rapport à ces crises-là. Mais on a beaucoup, beaucoup d'adolescents encore aujourd'hui, hein. Malgré le fait que ce soit très exprimé, on en parle beaucoup. Ce sont quand même malheureusement des troubles qui apparaissent beaucoup. L'anorexie. Alors, encore une fois, effectivement, avec des chiffres qui sont vraiment globaux, on va trouver davantage chez les jeunes filles de 14 à 16 ans, globalement. Moi, je vois des jeunes filles maintenant arriver beaucoup plus, 14 à 20 ans, pardon, je vois des jeunes filles arriver beaucoup plus tôt, hein, vers autour de 10 11 ans maintenant, qui vont avoir ce contrôle extrême de la nourriture, et de plus en plus de garçons qui vont vouloir maîtriser un petit peu plus tout ça, avec évidemment un retour émotionnel assez dévastateur. Alors, comme on dit, voilà, le pic est autour de 16 ans. Malheureusement, ce sont les chiffres peu connus, mais on a aussi beaucoup d'anorexie que chez les personnes adultes, hein, adultes, voire même aussi chez les personnes âgées pour d'autres raisons, bien sûr. Mais on va retrouver ce mécanisme, pas que chez les adolescents. Ne pas penser que c'est que les adolescents. On a vraiment un petit peu, malheureusement, c'est un peu tout. Mais c'est vrai qu'on va le percevoir plus chez les ados parce que, ben, en fait, vous avez souvent les parents qui le voient. Alors que quand on est chez soi adulte, il n'y a pas forcément c'est moins perçu. L'anorexie chez les seniors, ça arrive souvent quand les seniors se retrouvent seuls. Souvent, c'est suite à la perte d'un proche, d'un mari ou d'une femme. Ils avaient l'habitude de partager les repas à deux, de cuisiner, et puis d'un coup, bah, quand ils perdent voilà, leur conjoint, souvent on voit pas mal de seniors qui tombent du coup dans une anorexie sans pour autant poser un mot ou savoir que c'est une anorexie. Mais en tout cas, on va avoir une diminution de l'appétit et des prises alimentaires et qui va souvent conduire à une dénutrition. Donc ça, à partir d'un certain âge, les diététiciens sont assez vigilants et voilà, tous les professionnels de santé essayent de repérer la dénutrition et les risques d'anorexie chez les seniors. Voilà. Mais après, ils peuvent être aussi touchés par la boulimie, l'hyperphagie. Ils peuvent aussi faire de l'hyperphagie ou des crises de boulimie pour justement se remplir, combler un manque. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Oui, oui, non, mais c'est important effectivement de préciser que l'anorexie chez les plus jeunes n'est pas du tout la même anorexie que chez les personnes âgées, bien qu'il y en ait quelques-uns qui ont avec la forme effectivement émotionnelle très forte. Mais bien sûr, les conséquences, on parlait effectivement sur le plan physiologique, que ça va être un problème de dénutrition avec évidemment des impacts multiples sur la santé. Donc l'hyperphagie, hein, vous l'avez vu, concerne quand même finalement pas mal de personnes également. Facteur évidemment de risque au niveau de l'obésité, tout comme la boulimie aussi, hein, qui n'est pas sans risque, même si vous avez des stratégies compensatoires. Sarah? Puis les risques de carence aussi. Ouais. Tout à fait. Alors, on va parler un petit peu de l'image de soi, notamment par rapport à la société. On se rend compte évidemment que voilà, la société, tout le monde y a accès. On a une forme de pression sociale avec des normes qui sont parfois imposées. Alors après, effectivement, vous allez me dire, c'est l'effet de groupe beaucoup qui va jouer. Et vous avez beaucoup de publicités, notamment, qui vont montrer voilà, des corps parfaits. Alors, de plus en plus, ils commencent maintenant à faire en sorte de pouvoir valoriser toutes les morphologies. Mais il y a quand même toujours ce culte de la minceur parce qu'on a quand même toujours ces publicités pour nous dire, voilà, pour perdre du poids, il faut faire ci, pour perdre du poids, il faut faire ça, qui poussent quand même à toujours se poser la question.
Les réseaux sociaux, évidemment, malheureusement, sont très, très impactants parce qu'on va avoir évidemment, alors tous ceux qui font les sports exceptionnels, tous ceux qui vont vous parler de leur régime alimentaire particulier, évidemment, hein, les influenceurs, les influenceuses qui vont vous montrer comment avoir un corps parfait et qui poussent justement à en avoir envie. Donc, insatisfaction corporelle permanente, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on est toujours trop ou pas assez quelque chose, parce que bah, tout dépend évidemment de la référence que l'on prend et en fonction évidemment du moment de vie, des étapes de vie, on est plus ou moins influençable. Et puis on se regarde et on se plaît pas, et il y a toujours quelque chose qui fait qu'en tout cas on se remet en question. Le corps est en mouvement du fait que là, on est vivant, donc forcément il y a toujours quelque chose qui est à remettre en cause. Et c'est très difficile de s'accepter globalement tout le temps. Donc malheureusement, ça joue aussi sur tous ces excès. Alors évidemment, contrôle permanent du poids, bon, on en a parlé avec les troubles alimentaires. On va trouver évidemment les régimes restrictifs, les coupes faim, laxatifs, les sports à outrance, etc. Et bien évidemment, associé sur le plan émotionnel, vous avez beaucoup voilà, charges émotionnelles fortes avec des charges mentales également qui peuvent amener à des états de dépression, perte de confiance et d'estime de soi. Parfois, on s'isole dans les cas extrêmes avec une tristesse récurrente, un mal-être. Gwen, on t'entend plus. Oui, pardon, c'est toi qui m'avais bloqué apparemment. C'est moi sans faire exprès, ouais, j'ai. Donc, effectivement, on parlait de la dépression où justement cette remise en question permanente va forcément toucher plein de mécanismes que l'on va mettre en place d'une façon excessive. Alors, parfois, ça peut être utile pour se rebooster un petit peu, mais malheureusement, souvent, ça dépasse un petit peu ça dépasse le seuil de tolérance. Je te laisse passer à la diapo suivante. Alors, image de soi, on a dit effectivement, le corps parfait n'existe pas, puisqu'un truc, il est extrêmement subjectif, et en plus, il varie en fonction de l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on dit, hein, un matin, on va se trouver beau, le soir, on peut se trouver pas beau, tout dépend de ce qu'on a pu vivre dans la journée. Les normes de beauté, en plus, varient évidemment d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre. Il n'y a pas de corps parfait. Voilà, la perception de la beauté change à travers le monde. On voit, vous avez des cultures où on a besoin des rondeurs, d'autres cultures où on va préférer la minceur. C'est très variable et c'est aussi ce qui peut perturber aujourd'hui beaucoup les références, puisque notre regard sur nous-mêmes, puisque finalement les références sont multiples et donc ça peut créer évidemment des problématiques. Alors, je vois pas la question en entier. Alors, ce n'est pas une question pour perdre du poids, voir son médecin et une diététicienne, euh, pas une psychologue. Bah, je te laisse répondre à la question. Enfin, moi, Alors, on a parfois enfin, on a souvent besoin d'un accompagnement psychologique quand on a du poids à perdre. Alors, pas forcément tout le temps. Des fois, ça peut être juste un rééquilibrage alimentaire. tout à Mais fait. parfois, souvent derrière, il y a une cause qui est plus émotionnelle. Alors là, c'est pas le sujet de la conférence, mais on entend beaucoup parler maintenant de l'alimentation émotionnelle. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se réfugier dans l'alimentation pour combler un manque, un vide, ou pour se punir, ou pour toute autre raison. Et là, oui, il faut qu'il y ait un suivi psychologique aussi, parce que c'est pas que l'alimentation. Voilà, il faut traiter le problème de fond, et ça, Gwen, voilà, C'est ça. je connais très bien On est avec les sur du outils. cas par cas. Bien sûr que vous avez beaucoup de personnes qui ont besoin essentiellement du diététicien, voire du médecin, et tant mieux. Mais effectivement, voilà, sur le cas par cas, il faut pouvoir déceler s'il y a une autre cause qui peut soit empêcher, soit restreindre, soit qui malheureusement est à l'origine d'un désordre alimentaire ou d'une prise de poids ou d'une perte de poids excessive. Donc, c'est important effectivement de pouvoir aussi envisager la pluridisciplinarité, puisque ça fait partie aussi voilà, envisager tous les cas. Mais bien sûr que parfois le diététicien, nutritionniste suffit amplement, comme l'a dit Sarah, pour le rééquilibrage alimentaire et c'est très bien, bien sûr. Donc, Cara, je te laisse passer à la diapo suivante. Oui.
Hop. Alors, l'image de soi, hein, pour effectivement poursuivre un petit peu sur ce côté-là, c'est l'image de soi, petite définition rapide, c'est l'idée que chacun d'entre nous se fait de son identité physique et psychologique. C'est vraiment notre idée personnelle, c'est pas l'idée que les autres se font. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment intime. Quand elle est en lien avec l'identité physique, ça peut nous renvoyer à notre corps et dans ces conditions, on va avoir une interprétation comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est en fonction aussi un petit peu de nos humeurs. Quand elle est liée à l'estime de soi, effectivement, la façon dont on va se juger, c'est vraiment quelque chose de personnel, de nous à nous. L'estime de soi va être positive en fonction justement des aspirations que l'on a. C'est-à-dire, voilà, si on veut, par exemple, être très sportif et qu'on n'y arrive pas, ben, on va avoir une estime de soi qui va être dévalorisée. Si on veut atteindre un seuil de beauté ou des critères, enfin, en tout cas, à chaque fois que vous avez un seuil qui est différent de ce que vous attendez dans la réalité, on va avoir une estime de soi qui va se dégrader. Si on est plutôt en accord avec soi, c'est-à-dire ses décisions et sa façon d'être et on se sent bien dans sa peau, l'estime de soi va être plutôt positive. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel et évidemment l'idée c'est de rester en accord avec soi-même. Sans se faire parasiter malheureusement par l'influence extérieure, mais c'est forcément beaucoup plus difficile. Je passe. Ouais. Alors, comme on le disait, effectivement, chez certaines personnes, malheureusement, l'image de soi peut être déformée, être l'origine de troubles du comportement alimentaire. Alors ça, encore une fois, on parle évidemment des cas un peu extrêmes. Dans les sociétés occidentales, pour ne parler que d'elles, l'image du corps prend beaucoup de place. On le voit, on est sur voilà, beaucoup d'esthétique, le paraître très, très valorisé. L'idéal du corps parfait, hein. D'ailleurs, on va montrer toutes ces femmes très connues qui vont avoir des corps parfaits. Alors, comme je dis, peut-être un petit peu plus aujourd'hui, on commence à montrer le fait de s'accepter avec des morphologies un peu j'allais dire différentes, voilà, d'une aux autres, mais il reste encore ce côté admiration des stars avec le culte de la minceur et des formes aux bons endroits. Donc, malheureusement, vous avez beaucoup de gens qui cherchent à contrôler le poids, leur apparence, quitte à adapter des conduites alimentaires à risque pour atteindre leur objectif. Et malheureusement, j'ai envie de dire, vous avez aussi ces personnes qui sont perçues, c'est-à-dire qui sont ces stars, ces personnes justement publiques, qui vont avoir tendance à partager leurs secrets minceurs et qui sont pas toujours de bons conseils parce que voilà, on a quand même parfois des conseils extrêmes. Et là, je vais renvoyer effectivement à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, la place évidemment du médecin, du nutritionniste est essentielle puisqu'elle va pouvoir prendre en compte la personne dans sa complexité et non pas avoir des propositions trop globales, trop tout venantes. Et c'est très important effectivement d'être en accord avec soi et de tenir compte de ses propres conditions pour éviter justement toute dérive. Sarah? Ouais. Et juste pour ajouter, enfin une chose que on voyait pas forcément avant, mais qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est justement ces troubles du comportement alimentaire ou ce rapport au corps qui devient aussi difficile chez les hommes. Enfin avant, voilà. Enfin maintenant, on voit de plus en plus alors plutôt chez les jeunes hommes, mais qui cherchent de plus en plus à avoir un corps parfait. Il faut qu'il soit musclé, il faut être comme ci, comme ça. Avant, les hommes s'en préoccupaient moins, et puis maintenant, on voit apparaître cette problématique de plus en plus chez les hommes. Donc, on voit que ça touche tout le monde maintenant. Enfin, voilà, toute population confondue. Alors, juste, je regarde la question. Le surpoids, l'obésité cause le diabète, les maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas une dépression, merci. Bien sûr, c'est une Oui, dépression. c'est Tout le vrai. monde n'a pas dit que c'était forcément lié. Tout à fait. Vous avez malheureusement des cas d'obésité et de surpoids qui sont associés à des pathologies. J'ai su beaucoup de patients qui étaient justement, qui subissaient des pathologies qui leur ont fait prendre du poids, qui subissaient les comorbidités associées pour essayer de trouver aussi des moyens médicaux et d'accepter justement tous ces moyens médicaux. Au-delà du côté émotionnel, on avait plutôt un impact sur la conséquence de tous ces troubles médicaux voilà, qui peuvent rendre triste, perdre l'estime de soi, etc., mais plus sur un côté réactionnel qu'un côté
que le côté qui va faire démarrer malheureusement les problématiques. Donc, bien sûr, bien évidemment que la problématique, elle a des différents facteurs d'entrée et on est obligé de tenir compte. C'est pour ça que le travail pluridisciplinaire est très important et que faire parfois accepter des traitements ou des troubles médicaux, des comorbidités à des patients pour qu'ils puissent aller justement dans un soin, ça passe parfois aussi par le côté émotionnel. Et en fait, voilà, tout se répond. Mais vous avez raison, effectivement, hein, malheureusement, vous avez des troubles qui arrivent parfois où ça n'a absolument rien à voir avec la problématique ni émotionnelle ni psychologique, mais qui peut en créer par la suite par défaut, parce que ben voilà, c'est quand même assez perturbant parfois d'être malade et d'avoir le corps qui perd un petit peu, là où on perd un petit peu la main. Alors on prend sur Justement, l'anxiété. juste Comment? pour faire un petit appel, aujourd'hui, on aborde plutôt la composante, vu qu'on est une psychologue, la composante émotionnelle et psychologique, et on n'est pas du tout sur une conférence médicale, donc c'est pour ça qu'on parle pas pas trop de tout ça, mais oui, tous les cas sont possibles. Bien sûr, bien sûr. On va prendre sur l'anxiété physique sociale. Hein, on parle effectivement, c'est un terme qui est assez particulier, mais on parle bien de ça. C'est anxiété physique, voilà, j'ai peur socialement parlant de ne pas rentrer dans le moule, dans le groupe, dans le collectif. On parle effectivement, voilà, ça je vous ai cité la tripartite influence modèle, alors avec un accent douteux, je vous l'accorde, avec trois sources socio-culturelles, c'est-à-dire les pairs, c'est-à-dire que voilà, sont notre référence, c'est les personnes qui sont les plus proches de nous en termes de repères. Nos parents, les proches, bien sûr, c'est-à-dire en gros l'éducation, la culture et les médias qui vont avoir un impact évidemment supplémentaire. Donc, ça a été mis en évidence, hein, cette satisfaction corporelle augmente les affects négatifs envers le corps. Ça peut aboutir, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, on le répète, dans les cas les plus graves, des états effectivement d'anxiété, voire de dépression. Malheureusement, c'est ce qu'on perçoit beaucoup chez les adolescents. Il y a ce côté vraiment anxieux de ne pas pouvoir correspondre à ce modèle. Donc, on y fait évidemment très attention avant que se développent d'autres mécanismes qui peuvent être déviants et malheureusement graves, et notamment évidemment les TCA, les troubles du comportement alimentaire selon effectivement ces mécanismes de comparaison sociale. Et quand on parle d'internalisation de l'idéal de la minceur, c'est vraiment le fait de se convaincre c'est que c'est comme ça qu'on doit être, cet idéal. On pense que c'est notre idée et que c'est comme ça qu'on sera bien. Et malheureusement, ben, en fait, on est dans un échec permanent puisque plus on va sur un idéal collectif, moins on est sur notre idéal personnel et donc on est dans quelque chose qui n'est plus tout à fait en accord avec soi, ce qui malheureusement nourrit les mécanismes qui peuvent être déviants à la longue. Sarah? Ça passe. Alors, un petit mot sur le stress, parce que le stress peut justement avoir un impact sur notre façon d'agir, façon d'être sur nous. Donc, le stress, principal facteur psychique qui déclenche ou favorise une maladie. Alors, évidemment, on est sur un cas pour les personnes qui vont déclencher à partir, évidemment, du stress, pas des maladies qui vont se déclencher autrement. On est bien d'accord que là, on parle vraiment de ça. Donc, les personnes qui vont être très, très anxieuses au démarrage et qui malheureusement vont somatiser, on va évidemment avoir ce phénomène qui va se déclencher à peu près en trois phases. Une phase d'alerte, c'est-à-dire, voilà, le corps dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on est en dissonance avec nous. La lutte, c'est-à-dire qu'on va négocier pour justement essayer de retrouver l'équilibre, mais tout j'allais dire, en insistant sur un mécanisme qui n'est pas forcément le bon. En gros, par exemple, dit, j'insiste pour faire un sport parce que j'ai un groupe d'amis qui m'a dit que c'était absolument celui-là que je devais faire. Mon corps me dit que je ne suis pas forcément à ma place et pour autant, je persiste et arrive à la fin, évidemment, un état d'épuisement. Donc, dans ces conditions, quand le corps est stressé, quand le corps est épuisé, c'est aussi un corps plus fragilisé. C'est pour noter que les infections peuvent alors toucher facilement, plus facilement en tout cas l'organisme, parce qu'on a fragilisé le corps. Sarah, s'il te plaît.
Alors évidemment, selon les effets de l'angoisse interne ou les tensions externes sur les organismes, on est évidemment différent d'une personne à l'autre, c'est évident. Vous avez des personnes plus sensibles que d'autres, d'autres qui vont avoir des mécanismes ou une éducation qui vont les amener à réagir totalement différemment à un événement ou une idée ou une contrariété. Donc là, évidemment, on va parler des personnes qui vont être beaucoup plus sur un tas de fragilité émotionnelle qui fait pas forcément d'eux des personnes déviantes, hein, attention, hein, mais des personnes sur lesquelles on va avoir malheureusement des impacts physiques beaucoup plus importants. Donc, quand le moral est soumis à une forte pression, les symptômes peuvent rester simplement sur un côté psychologique, c'est-à-dire voilà, on peut, alors cas extrême, attention, hein, tout prendre évidemment avec du recul. Voilà, on peut avoir des états de panique. Être dans un état complètement délirant. Quand je dis délirant, c'est dire mon Dieu, pardon. Il peut y avoir évidemment des idées délirantes en se disant, mince, il va se passer ci, il va se passer ça. En fait, on a besoin d'aller dans l'extrême au niveau des propos. Et dans bon, le pire des cas, des compensations psychotiques, mais ça, c'est quand les personnes, malheureusement, sont déjà sujettes, des phobies, c'est-à-dire voilà, des nouvelles peurs extrêmes qui peuvent arriver, alors qu'en fait, avant, tout allait bien, on était à peu près tranquille sur plein de choses. Et puis d'un coup, bah, on a des peurs irrationnelles qui vont surgir parce qu'on se trouve dans un sentiment d'insécurité globale. Donc là, on perçoit bien l'état d'épuisement. Hein, quand on n'arrive plus à se mettre en sécurité, on va développer des peurs, dire voilà, je n'arrive plus à trop à prendre la voiture, je vais plus trop dans les endroits où il y a du monde, par exemple, hein, évidemment pour les cas les plus soft. Mais on se rend bien compte que c'était des personnes qui ont été au bout de leur énergie. Et là, évidemment, on travaille beaucoup le renforcement pour qu'ils retrouvent de la force. En collaboration, bien évidemment, avec une équipe médicale. Moi, chaque patient que j'ai pu recevoir qui était dans un état d'épuisement émotionnel, la première chose que je fais, c'est demander effectivement à leur médecin de faire déjà un bilan complet pour savoir s'il n'y a pas d'autres atteintes qui ont pu justement déclencher ces humeurs-là pour ne pas rester essentiellement, et j'allais dire bêtement, que sur le côté psychologique. Parfois, vous avez le corps aussi qui s'épuise et qui vous donne une alerte un peu détournée. Donc, c'est important toujours, en tout cas, moi, j'ai à cœur de faire attention que les patients soient déjà en bonne santé pour enlever toutes les autres causes et pour après accompagner avec les bonnes informations. Et comme je dis, effectivement, ça peut parfois, on peut aussi, voilà, une phobie, mais ça peut, dans les cas les plus chroniques, aboutir à de la dépression. Attends, reviens juste un tout petit peu en arrière. Oui. Donc oui, bon, après, effectivement, on va répéter, mais c'est vrai que ça peut prendre des formes somatiques avec des troubles fonctionnels, maladies organiques. Bon, bah voilà, ça va être des personnes qui parfois vont avoir des exemples un peu plus tout venants. Ce sont des personnes qui vont avoir des nausées en permanence, mal à la tête, beaucoup, voilà, je dis des maux de ventre, des choses comme ça. Et Oui, parfois, allô? ça peut aller un petit peu plus loin. Oh là là, c'est une Il faudrait plateforme. désactiver le micro. Dites-moi parce que je suis en conférence là. Oui, Je désactiver te le laisse micro. passer, Sarah. Allô? Oui. Oui, mais là, je suis un peu occupée, je suis en conférence. Alors, c'est quoi votre question et vous êtes qui? Alors, il faudrait désactiver le micro, Ah non, madame. On vous entend. ah pardon. Merci. Je te laisse continuer. Alors, pour les symptômes du stress, on poursuit. Alors, l'esprit, effectivement, voilà, l'esprit, on dit gardien du corps, hein, de gardien de l'organisme, il agit effectivement en fonction des différents stress rencontrés. Comme je dis, tout le monde va réagir d'une façon différente. Le corps va pouvoir vous aider justement à limiter l'impact justement du stress sur celui-ci. Donc, on va avoir évidemment parfois alors, les gens qui vont se ralentir, d'autres qui vont trembler un petit peu. Le corps est une belle machine, se défend pas mal, essaie toujours de s'autoréguler pour trouver le bon équilibre. Mais quand c'est compliqué, le mécanisme de stress, du coup, va du coup se mettre en place de façon plus intense, plus forte. Et c'est pas toujours forcément aussi simple, c'est-à-dire que le phénomène de stress n'est pas toujours identifié, pas toujours identifiable.
J'ai donné l'exemple effectivement d'un employeur qui va donner des ordres ambigus à son employé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose d'insidieux et le corps va dire il y a quelque chose qui ne va pas, mais va pas forcément identifier d'où vient le risque ou le danger. Mais par contre, va donner l'alerte. Et à partir du moment où il donne l'alerte, on peut craindre évidemment une fatigue dans la foulée si on ne sait pas comment identifier ou si on n'a pas identifié correctement. C'est difficile de pouvoir aussi, du coup, trouver une autre forme de compensation pour limiter les effets du stress. Sarah? Ouais. Alors là, on va le passer rapidement sur cette diapo pour amorcer justement la suite. Donc, chez certains sujets, effectivement, des règlements émotifs peuvent créer des déséquilibres alimentaires. Là, pour revenir sur le sujet de départ, anorexie, boulimie, débordement alimentaire, c'est aussi l'alcoolisme, hein. Effectivement, tout ce qui va concerner l'oralité et qui est déviant va concerner un trouble du comportement alimentaire. Effectivement, on le cite que maintenant, mais effectivement, à ne pas négliger. Je te laisse. Alors, je voulais faire un petit point rapide sur les besoins humains pour comprendre justement comment malheureusement parfois les mécanismes se mettent en place chez certaines personnes. Donc, dans les besoins humains, évidemment, on a les besoins de base nutritifs, il n'y a pas de souci, mais sur les besoins émotionnels, on va repérer ce besoin de sécurité. On a besoin d'être en sécurité, hein, c'est notre instinct de survie. On a besoin de stimulation. Hein, ça nous permet, voilà, il faut qu'on soit actif, vivant, proactif. Besoins affectifs, les besoins affectifs et les besoins sociaux, bien sûr, on est des êtres sociaux, on a besoin d'interaction, on a besoin voilà, d'échanger nos ressentis. Besoin d'estime et de reconnaissance qui va avec le besoin affectif et social, on a besoin de cet échange, on a besoin d'appartenir aussi à un groupe affectif, c'est ce qui nous permet de nous identifier. Besoin d'autonomie, on a besoin d'être quand on dit le besoin d'autonomie, c'est-à-dire si je suis capable moi-même de me mettre en sécurité, en gros d'aller chercher l'information, de pouvoir m'adapter. Donc j'ai besoin de ne pas être dans une dépendance énorme de l'autre. On a besoin de l'autre, mais pas d'être dépendant de l'autre. Et évidemment, le besoin de sens et de cohérence. J'ai besoin de comprendre pourquoi je fais les choses et j'ai besoin que ce soit cohérent. Si ce n'est pas cohérent, je suis dans un état de dissonance et là, le déséquilibre arrive. Et vous l'avez compris, quand le déséquilibre arrive, le stress, les anxiétés, le corps, finalement, lui va parler pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a besoin, évidemment, de retrouver l'équilibre. Globalement, on estime qu'une émotion, une vraie émotion, voilà, quand elle passe, c'est un état d'alerte. Elle est censée rester évidemment un temps limité. Ce qui va parasiter justement ce temps court, c'est qu'on a tendance à intellectualiser, à chercher des solutions et des raisons à tout, et que bon, on a plusieurs types d'émotions qui peuvent arriver en même temps et qui se chevauchent et qui se succèdent et que malheureusement parfois persistent dans le temps ou recréent une boucle, c'est-à-dire que cette émotion revient et revient et revient et revient. Donc, non-satisfaction des besoins, une émotion négative, satisfaction des besoins, émotion positive, ça va de soi. Donc, le modèle de la persistance de la détresse émotionnelle, pour partir de ça, montre effectivement qu'à partir d'un affect négatif, soit effectivement l'émotion perçue est perçue comme tolérable, intolérable, inacceptable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est trop fort, trop intense, on a dépassé notre seuil de tolérance. On essaye de faire disparaître cette émotion. Dans ces conditions, parfois on utilise des mécanismes qui ne sont absolument pas adaptés et qui vont créer un échec de la suppression de cette émotion négative et qui malheureusement vont ramener à l'affect négatif, c'est-à-dire en gros on n'arrive pas, on crée une boucle malheureusement un peu infernale. Quand au contraire l'émotion est perçue comme tolérable, c'est-à-dire qu'on est acceptable, on est dans un seuil de tolérance qui peut être gérable, on peut l'accepter et hop, l'émotion peut passer son chemin et rétablir évidemment une humeur acceptable. Je passe. Ouais. Alors, on va arriver sur les propositions thérapeutiques, justement, par rapport à tout ça, parce qu'on a parlé évidemment de tous les troubles, les dysfonctionnements qu'il y a pu avoir et voilà, les charges émotionnelles difficiles, mais bien évidemment qu'il y a plein de choses qui sont proposées. Alors, encore une fois, au-delà et en plus de tout ce qui va être médical, comme dit, la base, évidemment, de vérifier que la personne est en bonne santé, de pouvoir lui apporter les soins médicaux adaptés, on va proposer aussi, en plus, des moyens thérapeutiques différents pour réguler en tout cas les troubles de l'image du corps.
Alors, ça peut être des groupes de parole, des personnes qui ont besoin d'échanger justement avec un autre groupe de référence pour se sentir moins seuls dans leur réflexion et pouvoir se donner un petit peu plus de force, travailler l'estime de soi. Ça n'est pas forcément adapté à tout le monde. Il y a des personnes qui ont besoin de quelque chose de beaucoup plus personnel. Donc, ça, c'est une des propositions. Les techniques d'évaluation par distorsion de la silhouette, c'est pour les personnes qui sont atteintes de dysmorphophobie, qui ont du mal à percevoir leur silhouette comme elle est véritablement. Donc, il y a pas mal de techniques qui existent hein, aujourd'hui, que ce soit avec soit des photos, des images. Ça peut être aussi maintenant qui est de plus en plus en place, ce sont les masques de réalité virtuelle qui permettent de pouvoir travailler au niveau du corps. La psychomotricité, l'ergothérapie, évidemment, l'agilité, tout ce qui est moteur, en fait, ressentir son corps dans l'espace permet d'avoir un regard un peu plus juste et de pouvoir d'avoir en tout cas cette sensation de le maîtriser davantage. Activité physique adaptée. Donc ça, voilà, c'est du sport, un coaching, un accompagnement par un professionnel du sport, bien sûr, pour éviter les excès, pour renforcer l'estime de soi, la confiance. Ça permet d'améliorer les capacités physiques, mais bon, en soi, l'idée, c'est vraiment de retrouver de la confiance en son corps en étant dans quelque chose qui est contenu. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné dans ces cas-là pour éviter aussi les dérives. La relaxation, voilà, qui pour certaines personnes fonctionne très bien, pour d'autres pas du tout. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs propositions différentes. Bon, voilà, vous avez compris, méditation, sophrologie, acupuncture, etc. Les propositions, toutes les propositions différentes qu'on peut avoir. Et alors, hop, parce que j'ai la question juste Alors, devant. je lis la question, quels sont Oui, les vas-y. moyens face à une personne alcoolique qui nie son problème et qui se renferme et habite isolée et loin de tout? Voilà, donc c'est sur un cas particulier. Ouais, on est sur des cas particuliers. Là, effectivement, c'est le côté médical est très important pour pour le fait de prendre en charge et parce qu'effectivement, la proposition thérapeutique, c'est évidemment après l'acceptation du trouble. Mais déjà, il y a le côté acceptation. Il faut effectivement passer par un médecin dans le meilleur des cas. Mais là, on est sur un cas particulier. Euh, L'éducation nutritionnelle qui peut être aussi voilà permettre de pouvoir je veux dire se réapprendre à manger mais en fait se réconcilier aussi avec l'alimentation et la regarder sur un plan moins de la maîtrise mais plus sur Je reviendrai sur l'activité physique et l'éducation nutritionnelle juste après. Je développerai un petit peu plus enfin, avec le temps qui nous reste, mais voilà, c'était juste pour énoncer tous les points. ça marche, vas-y. Ça laisse. Alors, effectivement, ce qui peut être proposé également, travailler le corporel et l'extérieur du soi, les parties du corps. Effectivement, de quoi le corps est animé, hein, c'est vraiment pour le retrouver, vraiment le ressentir. Donc, accéder à la reconnaissance et à l'acceptation de ça, c'est pouvoir effectivement accéder à l'intérieur. C'est-à-dire dès que le corps est accepté, dès qu'on le perçoit, on arrive davantage à faire le lien avec son identité, évidemment, intérieure. Donc, ça peut passer par des choses, j'allais dire, beaucoup plus légères aussi. Prendre le soin de soi, ça peut être un contact corporel avec, voilà, quand on est malade, des professionnels, vie quotidienne, pour des personnes qui, par exemple, malheureusement, ont des handicaps ou autres, avoir besoin de retrouver leur corps dans quelque chose de beaucoup plus doux, de sortir justement peut-être du soin médical pur, quelque chose de plus léger, et puis retrouver un contact avec soi plus doux. L'idée, effectivement, vous avez compris, c'est de recréer une connexion entre la personne et son corps et que ça peut passer parfois tout simplement par des soins esthétiques. De toute façon, tous les entrées peuvent être positives. Il faut trouver justement ce qui correspond au patient et là où il va être, voilà, là où il sera réceptif. Sarah. Donc, on l'a bien compris, on insiste évidemment sur ce suivi pluridisciplinaire. Le psychologue tout seul ne fait pas grand-chose. Dans ces cas-là, s'il y a un trouble du comportement alimentaire, on doit avoir toute une équipe pour soutenir le patient, médical, diététicien, nutritionnel, coach sportif si besoin, psychologue, etc. En fait, voilà, on reste dans l'écoute, dans l'accompagnement, on reste évidemment dans la bienveillance et on est au cas par cas. Tout est différent, hein, parce que dans le cas qu'on C'est parlait tout important à l'heure, de il y a eu garder à l'esprit qu'un suivi, un accompagnement qui va marcher pour une personne ne va pas marcher forcément pour tout le monde. Donc, c'est pareil, souvent on a tendance à se comparer aux autres, à dire, ah bah ça a marché pour toi, donc ça va marcher pour moi. Bah, pas forcément. C'est comme pour les régimes, ou enfin,
chacun va avoir son plan alimentaire, va avoir sa diète s'il y a besoin. On peut pas, voilà, c'est vraiment au cas par cas. Là, sur les conférences grand public, on essaye de donner le maximum d'informations pour que ça parle et planter des graines chez tout le monde. Mais voilà, ça va vraiment être au cas par cas. Ce qui marche pour l'un ne va pas forcément marcher pour l'autre. Et dans les propositions, parce que je repensais à la question tout à l'heure avec, effectivement, par rapport à l'alcoolisme et des personnes qui sont isolées, vous avez parfois des pôles d'intervention qui viennent à domicile. Donc, vous avez des associations à certains endroits qui, voilà, c'est volonté de certaines personnes, de certaines équipes de se regrouper et d'intervenir parfois au domicile aussi. Donc, peut-être, je ne sais pas effectivement dans quelle région vous êtes, mais en tout cas, peut-être regarder aussi de ce côté-là. Mais Sarah, je te laisse avancer. Tu vois l'heure. Alors moi, je vais juste vous faire du coup un petit point sur l'activité physique et justement comment ça peut aider en fait dans l'acceptation de soi, dans la prise de confiance en soi. Donc souvent, donc là je vous ai mis un petit schéma qui peut expliquer un petit peu pas mal de choses. Donc souvent, bah voilà, quand on se sent pas très bien, qu'on a un petit peu un épisode dépressif, qu'on est un peu anxieux, qu'on est stressé ou qu'on traverse une période difficile, on va avoir tendance à se renfermer sur soi, à limiter un petit peu ses activités physiques, de loisirs, etc. Ce qui va entraîner un déconditionnement physique, hein, surtout quand on avance en âge. Par exemple, j'ai un senior qui va avoir un épisode dépressif ou qui va chuter, il va encore plus se renfermer, donc il va encore plus perdre de la masse musculaire, etc. Euh, enfin, de ce fait, on va avoir également au niveau une baisse au niveau des hormones, donc une baisse des hormones qu'on appelle les hormones du bonheur, donc tout ce qui va être dopamine, sérotonine, etc. Donc ça, ce sont les endorphines, hein, les hormones du bonheur, qui vont, quand on les sécrète, nous générer un sentiment de bien-être. En fait, ce sont des hormones qui sont un petit peu anxiolytiques. Donc, quand on a la baisse de ces hormones, on va avoir voilà, un petit peu un état de fatigue, une baisse de morale, etc. Et donc, tout ça, ça va entraîner c'est un cercle vicieux, en fait. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et par la pratique d'une activité physique régulière, donc là, je parle pas d'activité sportive, juste aller marcher, aller balader, promener enfin, balader son chien, etc. Marcher en pleine nature une activité physique, quelle qu'elle soit, celle qui vous plaît, ben, naturellement, on va sécréter de nouveau ces hormones du bonheur. Et donc, du coup, maintenant, c'est reconnu hein, que l'activité physique va faire baisser les états de dépression, d'anxiété, de stress, etc. Parfois, ça va être faire une activité physique de groupe, donc aller dans un club de sport ou aller marcher, voilà, aller faire de la randonnée avec un groupe de marche, etc. Le fait d'être en groupe aussi, ça peut nous aider et ça peut améliorer notre morale et améliorer notre état en fait de santé générale. Hop, je reste ici. En fait, c'est important de garder à l'esprit que le corps, en fait, c'est pas que quelque chose qui doit être esthétique. Il faut aussi avoir un petit peu de gratitude envers son corps et se dire que mon corps, oui, bah, des fois, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie qu'il soit beau, mais comprendre que le corps, un corps en bonne santé, c'est un corps qui va nous permettre de faire de l'activité physique, de voyager, de jouer avec ses enfants, de faire de nouveaux projets, de se lancer certains défis. Donc le corps, en fait, c'est pas que une enveloppe esthétique. Il nous sert en fait au quotidien à bouger, à faire le ménage, à travailler, à faire plein d'autres choses. Donc il faut voilà, garder à l'esprit qu'un corps en bonne santé, c'est un corps qui va nous permettre aussi de faire tout ça. Et que l'activité physique, bah, c'est un moyen comme tout à l'heure, Gwenaëlle, vous parlez des besoins humains. Dans l'activité physique, on va remplir un certain nombre de ces besoins humains. Donc, quand vous faites une activité physique que vous avez jamais faite et que vous voyez progresser dans la pratique, naturellement, vous allez un petit peu renforcer l'estime que vous avez de vous-même, la confiance en vous. Vous allez être content parce que vous allez
accomplir des choses qu'avant vous n'arrivez pas à faire quand vous allez progresser dans la pratique. Donc les performances physiques vont augmenter. Si vous pratiquez une activité physique en groupe, ça va un petit peu renforcer le lien social. Donc pour les personnes, notamment les seniors qui sont isolés, bah, des fois on va leur conseiller de s'inscrire dans un club ou une association sportive pour juste rencontrer du monde. Parce que des fois, enfin, ils ont pas forcément envie de bouger ou ils n'ont pas d'objectif physique, mais juste ils aiment bien aller au groupe de randonnée parce que bah, ils retrouvent le copain ou la copine et que ça leur fait du bien. Donc voilà, le sport, ça sert à plein de choses. C'est pas que pour la santé physique, ça sert aussi beaucoup pour la santé mentale. Euh, voilà, en gros, c'est ça. Alors, je regarde juste les questions. Merci. Et puis, un petit point aussi, parce que moi, je suis aussi nutritionniste de formation, donc l'alimentation, ça me parle aussi un petit peu. Euh, on parlait des troubles du comportement alimentaire. Donc, avoir un accompagnement, enfin, quand on a un réel trouble du comportement alimentaire, bah, généralement, il faut aussi avoir un accompagnement par un diététicien nutritionniste. Et le but, en fait, ça va être vraiment de retrouver un rapport sain avec la nourriture. C'est de se dire, bah, la nourriture, en fait, c'est pas mon ennemi, c'est pas ce qui va me faire prendre du poids. L'alimentation, c'est aussi euh, ce qui va me permettre, ben, au quotidien, d'avoir de l'énergie. En fait, il faut voir l'alimentation comme un allié au quotidien qui va me permettre de travailler, de m'améliorer dans ma pratique sportive, de bouger, d'être en bonne santé, d'être en pleine forme. Et ben, respecter ses besoins nutritionnels, c'est aussi respecter son corps. Hein. Donc voilà, en gros, je vous ai mis en résumé, avoir une bonne nourriture, donc une bonne alimentation, c'est égal à avoir une bonne santé, et donc c'est respecter son corps et ses besoins. Voilà. L'alimentation, voilà, encore une fois, c'est vraiment ce qui va vous permettre, enfin, en accord, en lien avec l'activité physique, d'être en bonne santé, et ça va automatiquement avoir un impact sur votre santé mentale. Voilà. Sans rentrer dans les détails, on sait maintenant que voilà, il y a certains aliments qui vont par exemple améliorer vos fonctions cognitives, qui vont vous procurer un sentiment de bien-être, un peu chocolat, les choses comme ça. Donc il y a aussi une notion de plaisir hein, dans l'alimentation, mais c'est voilà, vraiment retrouver un rapport sain avec l'alimentation et éviter de tomber dans ces troubles et de voir l'alimentation comme un ennemi, quoi. Hop, je te laisse continuer. Oui. Alors effectivement, on va finir un petit peu. Là, on arrive sur la fin de la séance où donc, je voulais vous parler un petit peu de la thérapie. Rapidement, effectivement, hein, pour expliquer un petit peu ce que c'était. On parle de double prise en charge, traitement médical, évidemment. On a insisté un petit peu là-dessus. On va dire voilà, que cette thérapie, elle n'est pas que psychologique, bien évidemment. Sarah a bien nommé effectivement le besoin de diététicien, de nutritionniste pour accompagner les troubles du comportement alimentaire. On a besoin du médecin. On a besoin de toute une équipe qui va justement accompagner justement le patient. La thérapie, elle, va permettre d'essayer, en tout cas, de rééquilibrer des règlements psychiques, mais tout seul n'y arrivera pas. Il faut vraiment toute cette équipe pluridisciplinarité. Pluridisciplinaire, c'est vraiment très important. Donc, le travail psychothérapeutique, ça aide à faire diminuer ou disparaître l'emprise des émotions cachées. Je dis bien cachées parce qu'effectivement, celles qui débordent, celles qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui permettent malheureusement, effectivement, donc pour permettre au psychisme d'avoir des ressources pour réguler. Hein. Je vous disais que le corps essaie toujours de s'autoréguler, mais sur le plan psychologique, on essaye aussi toujours de se réguler de façon à ce que les tensions, les contrariétés, les émotions négatives, en tout cas les affects négatifs, puissent trouver un chemin de sortie et non pas tourner en boucle en permanence et rester inacceptable pour la personne. Donc, les mécanismes de défense établis par la psyché vont permettre d'éviter de reproduire des mécanismes déviants. Effectivement, on va parler de de maladie, de troubles du comportement alimentaire. Donc évidemment, le thérapeute, lui, se doit impérativement d'être à l'écoute de son patient et l'aider à déceler d'éventuelles causes psychologiques évidemment, par rapport à cette pathologie, mais évidemment, d'orienter également sur le côté physiologique. Ah. Donc, effectivement, reprendre rapidement sur l'image du corps.
L'image du corps peut se faire reconstruire grâce à l'inconscient, c'est-à-dire que petit à petit, retrouver conscience, retrouver confiance, pouvoir comprendre comment son corps fonctionne, c'est aussi retrouver un peu la main sur soi et permettre d'être, j'allais dire, d'être plus en accord avec soi-même. Sarah? Alors, juste, voilà, ça, ce sont des exemples voilà, de thérapies qui peuvent proposer. On peut parler de temps en temps, on propose l'hypnose, ça peut arriver. C'est un mode de fonctionnement psychologique dans lequel un sujet, grâce à l'intervention d'une autre personne, parvient à faire abstraction de la réalité environnante tout en restant en relation avec l'accompagnateur. Donc ça, c'est pour expliquer ce que c'est l'hypnose. Ça peut permettre justement parfois d'aller trouver soit retrouver des ressources, soit trouver la source des blocages ou des mécanismes émotionnels forts. L'hypnose est parfois proposée et peut être assez intéressante, évidemment. En accompagnement, c'est un outil qui vient être proposé en plus et ça peut permettre d'avoir évidemment des possibilités nouvelles. Ça peut parfois permettre de débloquer des mécanismes figés par rapport à des événements ou des émotions qui ont été vécues trop intensément. Donc voilà, ça c'est une proposition. Sarah, je te laisse. Voilà, proposition avec la thérapie, un peu tout ce qu'on a proposé jusque-là. Et on va évidemment, quand on parlait évidemment de se réconcilier avec le corps, je voulais effectivement vous faire part de ce vaco que je trouvais intéressant justement dans les troubles du comportement alimentaire, parce qu'on parle d'estime de soi, on a parlé de stress, on a parlé d'émotionnel. On a parlé de souffrance aussi, d'état de détresse du sport. Ce qui est très intéressant et ce qui est très important dans tout accompagnement thérapeutique, c'est de pouvoir aussi valoriser ce que la nature nous a donné, c'est-à-dire voilà, nos cinq sens, parce qu'on va s'appuyer justement sur nos cinq sens pour retrouver confiance en soi, pour retrouver aussi du renforcement positif. Voilà, on va aller utiliser les couleurs, on va utiliser la visualisation. Quand on est en hypnose, on va utiliser évidemment l'aspect satisfaction visuelle quand on va regarder un plat, quand on va regarder voilà, des couleurs. L'auditif joue beaucoup. On va travailler voilà, le rythme, les couleurs, la musique, etc. Ça permet aussi de pouvoir euh, permettre parfois de faire redescendre en intensité certaines angoisses. Le toucher, la sensation, c'est quelque chose qui peut permettre d'apaiser aussi. Hein. On voit chez les petits, ils touchent beaucoup leur doudou, mais en fait, on a gardé ça. Hein. Il faut utiliser nos cinq sens. J'allais dire, notre cadeau de la nature pour nous aider à nous renforcer et puis à nous comprendre et à nous écouter. Le corps nous donne beaucoup d'informations qu'on a tendance à négliger et c'est assez important de remettre tout ça j'allais dire, en conscience pour pouvoir percevoir ce qui ne va pas, pour parfois le comprendre et faire en sorte après d'avoir un renforcement positif. L'odorat est quelque chose qui fonctionne très très bien aussi. Et évidemment, le goût, c'est-à-dire réapprendre à manger, réapprendre à s'aimer, c'est aussi ressentir, de dire voilà, il n'y a pas que le toucher au niveau des mains. Le goût, c'est prendre aussi le temps de retrouver des sensations, j'allais dire, un peu plus primaires, mais qui permettent aussi de se libérer parfois de certaines charges mentales et certaines expériences malheureuses. On retrouve quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus objectif. Donc, on travaille beaucoup au travers les cinq sens, quelles que soient les thérapies proposées. Et de toute façon, ça nous donne quand même un accès aussi aux informations physiologiques, parce que comme je dis, le corps donne beaucoup d'informations grâce à tout ça. Voilà, je pense qu'on Ouais. est arrivé Ouais. effectivement On au a bout. terminé pour aujourd'hui. Donc, vous l'avez Est-ce qu'on compris, peut... une phrase Ouais. très connue. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Donc évidemment, hein, il faut qu'on arrive pour se regarder, il faut qu'on arrive à se voir en premier lieu. Et quand on se voit, on se fait confiance et on finit par s'aimer. Hein, c'est tout, c'est l'objectif en tous les cas que l'on a tous aujourd'hui. Alors juste, si vous avez des questions, on peut prendre 5 minutes pour répondre à vos questions après la fois que la conférence va couper. On peut prendre 5 minutes si vous avez des questions. Et si vous n'avez pas de questions, je vous ai renvoyé le lien pour le questionnaire de satisfaction qu'il faudrait nous compléter en ligne. Donc c'est vraiment très rapide. Alors, je regarde un petit peu ce qui avait été Ouais. noté. Alors, effectivement, bon, quels sont les moyens face à une personne accueillie qui nie son problème et qui se renferme? Ouais,
Ouais, effectivement, il faut passer par des biais détournés la plupart du temps, hein. Quand on est trop frontal avec les personnes qui nient leurs problèmes, ça, généralement, ça ne fonctionne pas. On peut avoir on dit, une intervention à domicile, mais effectivement, qui va passer par une autre. Je veux dire, on va pas aborder le problème alcoolique dans la foulée directement frontale, mais bien souvent, on va prendre un biais détourné, c'est-à-dire on va poser la question d'autre chose. On va dire, bah, tiens, on va faire un check-up, on va regarder un petit peu ça. Tiens, par exemple, moi, je vais faire un tel examen. Est-ce que tu voudrais le faire avec moi, puisque je suis un petit peu anxieux. En fait, on détourne de façon à ne pas, euh, à ne pas être dans quelque chose de trop frontal, parce que quand on est trop frontal dans ce type de problématique, malheureusement, on peut créer aussi une rupture au niveau de la communication, donc c'est pas forcément évident. Moi, je vous conseillerais de prendre peut-être conseil auprès. Je vous conseillerais de prendre conseil peut-être auprès de professionnels au niveau de l'addiction pour avoir justement voilà, des outils pour aborder le sujet avec ce proche dont vous avez l'air de parler. Sans forcément trop de détails, c'est pas évident aujourd'hui de pouvoir en dire davantage. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais, je descends. Quel est le pourcentage de personnes qui arrivent à se sortir de l'anorexie? Alors Alors, c'est compliqué. ouais, C'est j'avoue, j'ai compliqué. pas le Alors pourcentage. même les chiffres, en fait, sur tout ce qui va être trouble du comportement alimentaire, c'est compliqué parce que pas tout le monde se fait diagnostiquer. Euh, Il y en a qui vont commencer une thérapie, qui vont l'arrêter. Et derrière, on n'a plus forcément de nouvelles. Donc, on n'a pas forcément de pourcentage. Enfin, je pense que les chiffres, ils sont un peu faussés, enfin, comme pour beaucoup, je pense, de pathologies. Mais en tout cas, l'anorexie, on n'en a pas toujours conscience. Et il y a des personnes qui veulent pas se faire aider. Donc, On a, après que notre expérience personnelle, effectivement, en mode professionnel, voilà, sur le nombre de patients que j'ai pu recevoir qui souffrent d'anorexie, c'est un processus qui est très très long au niveau du réapprentissage pour s'alimenter correctement. C'est un processus qui est long, encore une fois pluridisciplinaire, ça c'est évident. Mais en tous les cas, peut-être pour vous rassurer, oui, vous avez des personnes qui arrivent à reprendre évidemment le cours de leur vie en mettant à distance ce mécanisme. Alors c'est beaucoup de volonté de la part du patient. La plupart du temps, ce sont des patients qui ont fini par accepter leurs troubles. C'est-à-dire voilà, qui assument le diagnostic, qui le comprennent, alors, pour que ça fonctionne, de toute façon, il faut passer par là. Donc, c'est un processus qui est long, mais c'est vrai que à partir du moment où on a l'acceptation du diagnostic, c'est-à-dire que la personne arrive à dire qu'elle est anorexique, qu'elle ait conscience de ce que ça représente, elle est aussi beaucoup plus à même à rechercher et à utiliser les outils qui sont proposés à être proactive. Donc, on a évidemment des cas très positifs, mais comme l'a dit Sarah, vous avez malheureusement des patients qu'on perd en cours de route parce que soit on les revoit plus parce qu'ils cessent la thérapie, parce ils viennent pas toujours de leur plein gré. C'est pas toujours évident. Et là, on parle évidemment des cas pour les personnes qui ne sont pas hospitalisées, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà. On peut avoir j'allais dire de beaux résultats, des personnes qui arrivent à se sortir de ça, et d'autres qui restent dans le déni, d'autres qui sont là par défaut parce que ce sont les proches qui les ont amenés. Parfois, ce sont des médecins aussi qui leur proposent de venir. Donc, c'est vrai que le plus difficile est vraiment tout ce travail d'acceptation pour pouvoir après être suffisamment, j'allais dire, réceptif, quoi, hein. Pas forcément évident. Mais on peut y arriver. Je vous rassure, en tous les cas, on n'est pas sur le pourcentage, il est pas à zéro du tout, hein. Mais c'est vrai que ça reste encore quelque chose d'assez tabou malgré tout. Même si le terme est connu, accepter qu'on a ce trouble-là, c'est difficile. alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer la conférence. Mais merci à tous de votre participation. On a essayé de répondre à toutes les questions. Alors, voilà, comme je l'ai déjà dit, ça reste des conférences assez générales. On ne peut pas faire du cas par cas, mais voilà, on essaye de donner un petit peu des éléments d'information qui
peuvent vous donner des petits éléments de réponse pour vous, pour vos proches, réussir à comprendre certaines choses. Voilà, donc on a essayé d'aborder dans le temps qui nous était imparti le maximum de choses, mais c'est pas toujours évident. Et en tout cas, ben, merci de votre participation. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Gwen pour ton intervention. Bon, merci à toi. Merci à tout le monde pour votre attention. Effectivement, sur un temps court, on ne peut pas tout détailler complètement. Mais enfin, en tout cas, j'espère qu'on a répondu à pas mal de vos interrogations. Et notamment sur pas simplement sur le côté, il y a un problème, mais aussi il y a des solutions. Et je pense que c'est important de l'entendre. Bon, ben, Bonne je journée vais à tous. fermer la conférence. Bonne journée, au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci, bonne journée.